Du coup, vous parlez pendant 30 minutes d'Atomic Design, comment on l'utilise et comment ça nous aide à développer des fronts de meilleure qualité. Je suis Benjamin Lacroix, développeur full stack à Xebia depuis plusieurs années. Je suis adepte de l'Atomic Design aussi bien pour des développements web que des développements mobiles sur Android. Moi, c'est Julien Smadja, je travaille chez Xebia depuis 9 ans et je suis développeur depuis 13 ans et je suis développeur full stack JavaScript. Alors, on vous propose aujourd'hui un talk avec plusieurs parties sur l'Atomic Design. Pourquoi on parle d'Atomic Design maintenant? Comment on le met en place? Et concrètement, dans le quotidien, avec une vieille application, avec du code déjà écrit, est-ce qu'on peut faire de l'Atomic Design aussi? Et on espérera que si vous n'êtes pas encore convaincu par l'Atomic Design, que ça vous donnera envie d'en faire demain. C'est parti. Nous allons voir pourquoi il est plus concevable de créer des pages complètes et d'essayer de tout faire dans une seule page. On va voir qu'il va être intéressant de découper pour plusieurs arguments. D'abord, faisons un constat d'un point de vue design. Aujourd'hui, enfin jusqu'à très longtemps, on a construit toute une page, on l'a développée, on l'a livrée. L'inconvénient de ça, c'est que sur des systèmes multi-supports, avec des écrans de différentes tailles, on s'aperçoit que le résultat n'est pas satisfaisant. Les interfaces qui sont d'un seul écran, maintenant, vont devoir s'intégrer dans plusieurs formats. Et c'est ça que l'Atomic Design va nous aider à faire, et vers ça qu'on va tendre. Et tout ça, ça a été théorisé par Brad Frost. Vous pouvez trouver des références sur Internet. L'idée, c'est que notre page, on va la découper en composants. Vas-y, continue. D'un point de vue technique, une page, lorsqu'on l'écrit, quand on la code dans notre IDE, on va avoir besoin de données, on va avoir des interactions à gérer, des animations et probablement une feuille de style pour que ça ressemble à quelque chose. Finalement, c'est compliqué de concevoir et tester toute une page avec de nombreux états et de nombreuses formes. Il y a beaucoup d'éléments imbriqués et en général, il va être difficile de tester notre page dans laquelle on a besoin de faire des appels réseau. Ça, c'était un constat design et tech. Alors, ce que vient de dire Benjamin, c'est qu'il faut qu'on arrête de penser en termes de pages et de le faire en composants. Parce que les composants, on va essayer de les réutiliser bien sûr sur les différentes pages de notre application, mais aussi sur différents devices qui ont différents formats. Donc on a vraiment shifté dans notre façon de concevoir les interfaces. Et pour essayer de cadrer un peu ce découpage, l'Atomic Design est une des solutions. Dans toute la présentation, on va vous parler du site web qui présente les Tech Trends 2019. Ça ressemble à ce que vous voyez sur la droite. Ça contient un titre de catégorie, des images qui représentent les Tech Trends avec en dessous un titre, et on verra qu'il y a des effets, notamment au hover sur les Tech Trends. Donc ça, c'est notre base pour toute la présentation. Je ne sais pas si vous voyez bien au fond l'image. Peut-être pas, c'est peut-être un peu petit. On va peut-être décrire 2 secondes. Là, vous avez en fait 1, 2, 3, 4, 5 éléments, avec à chaque fois un titre, une image, des auteurs. Et en fait, il y a plusieurs... c'est une liste, donc il y a plusieurs fois ces éléments. Atomic Design, dans Atomic, il y a le mot atome, c'est pas pour rien, c'est parce que le découpage, ce fameux découpage en composants, a un vocabulaire. Et le premier élément dont on va discuter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'atome. C'est le plus petit élément de notre bibliothèque. Alors qu'est-ce qu'un atome? C'est un élément indivisible qui sert de base à d'autres composants. Donc là, on parle de réutilisabilité. Cet atome doit être simple. C'est le plus petit élément que vous puissiez avoir dans votre bibliothèque. Alors, des exemples, logo, image ou texte. Donc là, dans la partie gauche, notre atome, c'est ce qui est encadré en bleu, c'est une image. Donc voilà, c'est pas le texte et tout, ça c'est l'atome est une image dans notre cas. Donc
plus petit élément s'appelle un atome. Un exemple, donc là on vous a mis un petit exemple de code tout simple. Ici, l'atome c'est IMG et on voit qu'on a 3 paramètres. D'un point de vue un peu plus gros, donc juste après l'atome, on a la molécule. La molécule est ici pour rassembler un ensemble d'atomes, finalement former un groupe plus complexe. Les molécules vont commencer à être sensibles à la taille des écrans. Et du coup, un écran plutôt horizontal va faire que la molécule se comporte différemment que si l'écran est en portrait. Par exemple, dans notre cas ici, on retrouve la photo, qui était l'atome de tout à l'heure, et le titre du TechTrends, qui est du coup un autre atome. Donc la somme des deux atomes forme une molécule, et on va pouvoir gérer le style quand elles sont ensemble. C'est-à-dire qu'on a côté atome le style de l'image, côté atome le style du titre, et dans la molécule, on va mettre le style qui correspond aux deux. Là, donc, dans le code, on retrouve l'image de tout à l'heure, donc le composant atome-image, et le composant atome-titre. On a du coup deux atomes qui forment un tout, et ce tout est la molécule. Donc là, on a déjà vu atome et molécule, deux niveaux. Maintenant, on va passer un niveau au-dessus. On a parlé d'atomes, on a parlé de molécules. On va continuer à organiser nos composants. Là, on est au niveau organisme. Donc là, ça commence à devenir quelque chose d'un peu plus lourd. Je peux mettre là aussi. Donc, qu'est-ce qu'un organisme? Combinaison complexe de molécules et d'atomes. Donc, il faut faire attention, on peut avoir plusieurs molécules ou plusieurs atomes au sein d'un organisme. Dans notre exemple, donc on a plusieurs tech trends, plusieurs images de tech trends, avec à chaque fois le titre, qui font partie donc de notre molécule. Et donc notre organisme, c'est un composant qui contient l'agencement de plusieurs des différentes molécules qui contiennent eux-mêmes des atomes. Okay? Dans le code, notre organisme, ça devient l'agencement d'une header list, donc un atome, de notre molécule TechTrends with title, avec ses paramètres. Donc là, voilà, on voit que notre code commence à grossir, mais il est vraiment encore découpé finement en composants. Le dernier niveau qui nous concerne aujourd'hui, donc après avoir vu l'atome, la molécule et l'organisme, c'est le template. Le template, c'est ce qui est le plus proche de ce qu'on avait avant, à savoir la page. Dans le template, on a du coup un ensemble d'atomes, de molécules et d'organismes qui, mis tout ensemble, donnent finalement une page. Seulement, à ce moment-là, on n'a toujours pas de données venant des API. On est toujours dans un environnement seulement, je dirais, web, sans interaction avec le back-end. Donc finalement, c'est ce qu'on aura au final, mais sans les données et sans la connexion au système d'information. C'est le dernier niveau qu'on va avoir dans l'Atomic Design, et c'est le dernier niveau sur lequel on va travailler et qu'on va voir au sein de Storybook. Storybook est un outil qu'on voit juste après, qui va justement vous permettre de visualiser tout votre découpage. En l'occurrence, là, on retrouve le titre de page, le titre de section, les images des tech trends avec le titre de chaque tech trends en dessous. Et cette liste se répète. Donc on a un micmac entre organisme, molécule et atome. Et la feuille de style qui permet de gérer la molécule avec l'autre molécule se trouve à ce niveau-là, dans le template. Notre exemple, par exemple, donne le titre de la page, suivi de l'organisme qu'on avait tout à l'heure, la Tech Trends catégorie. C'est du Vue.js. Pour ceux qui connaissent Vue, on répète avec un V fort la liste des Tech Trends. C'est pour ça qu'ici, on en a deux. Donc, ce que vous avez vu juste avant, c'est, ainsi qu'on le code, le titre et la liste des Tech Trends qui se répètent. Le dernier niveau, c'est la page. Donc là, comme l'a dit Benjamin juste avant, pour l'instant, tous les composants n'avaient aucune connaissance de la source de leurs données. À chaque fois, ils étaient passés en paramètres.
jusqu'au template. On pouvait construire un template, lui passer les paramètres et avoir un affichage. Maintenant, la page, son rôle, c'est justement de faire le lien entre des composants graphiques et une source de données pour générer nos pages. C'est l'application finale visible par le client. Et attention, et on va le voir après, les pages n'apparaîtront pas dans l'outil Storybook qui sera votre catalogue de composants. Et on le sait, c'est compliqué de tester une page, alors qu'on le verra, c'est beaucoup plus simple de tester des composants qui n'ont en plus pas d'intelligence de connexion d'appel réseau, de connexion à une base de données, whatever. Et voilà, c'est pour ça que donc, on arrive atome, molécule, organisme, template, page. Une page, qu'est-ce qu'on y retrouve? On joue donc avec notre template, on lui passe des données, ici les catégories, donc un objet assez complet avec toutes les informations nécessaires qui seront ensuite passées aux différents éléments. Et c'est dans cette partie-là qu'on va peupler notre objet catégorise. Et c'est ici qu'on aura un lien avec un service externe, un appel API, un fichier, n'importe quoi d'autre. OK ? Donc, rapide démo de Storybook. Dans la salle, qui utilise Storybook sur son projet? Pas beaucoup de monde, donc ça tombe bien. On va vous faire une très rapide démonstration de l'outil qui est gratuit. Vous pouvez l'utiliser ce soir, dès demain. Storybook existe pour Vue, React et Angular. Vous pouvez avoir toute une arborescence en dossier dans lequel on retrouve nos atomes, nos molécules et nos templates. J'ai par exemple l'atome image, puis la molécule image avec titre. J'ai aussi mon organisme qui correspond à ma liste de tech trends. Et pour terminer, j'ai ma page complète, enfin mon template complet qui se retrouve ici, donc dans template. L'élément extrêmement intéressant, c'est que si côté code, je change quelque chose, donc là j'ouvre mon atome image, je ne vais faire que rajouter une bordure de 2 pixels solide et en noir. Je n'ai même pas besoin de sauvegarder, que côté image, il a rajouté ma bordure, mais comme cet atome est utilisé partout, jusqu'au template, j'ai bien les bordures noires qui se retrouvent. Ça permet du coup de réutiliser les composants et de ne pas avoir à dupliquer le code et les comportements. Dans Storybook, vous avez aussi beaucoup de plugins pour justement vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on vous a montré en 2 secondes dans cette démo. À quoi ressemble Storybook? Alors, Storybook, c'est une documentation qui se code. Donc, vous allez créer, on a vu dans l'arborescence présentée par Benjamin, un découpage, les atomes, les molécules, les organismes, tout est rangé avec un système d'arborescence. Et ça, c'est en fait généré par le code que vous allez créer. Donc, on appelle chaque item des stories. Et une story, ça sera par exemple un exemple d'utilisation d'un atome. Donc, par exemple, le tech trends image. Donc, on va coder l'exemple. Et dans ce cas, c'est très simple. Pour utiliser l'atome tech trends image, il a besoin de 2 paramètres, la source et le texte alternatif. Vous écrivez ça, vous allez régénérer le storybook et vous verrez apparaître un nouvel item dans l'arborescence. Ce qu'il faut voir, c'est que vous pouvez créer des stories pour matérialiser les différents cas et les différentes utilisations de vos composants. Qu'est-ce qui se passe si je ne passe pas de paramètre alt? Peut-être qu'il y aura un comportement particulier pour le composant image. Et dans votre storybook, vos équipes, les développeurs, pourront voir le cas où je passe tous les paramètres, le cas où il y a un paramètre manquant pour vous, avoir une vue des différents cas possibles d'utilisation de vos composants. Découper pour mieux tester, c'est aussi le mojo à retenir. En découpant en différents composants, vous allez simplifier les tests, puisque vous allez pouvoir associer un test à un composant. Vous allez également pouvoir obtenir des feedbacks rapidement, parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, je n'ai pas concrètement lancé mon serveur, mon back-end, j'ai juste lancé Storybook, il y a du live reload, je modifie quelque chose dans mon code source et automatiquement la modification est renvoyée côté Storybook. Donc même si votre application est hyper grosse et très complexe, vous pouvez continuer à créer des composants
atomique dans Storybook et utiliser la puissance de Storybook sans être alourdi par votre système d'information ou les API que vous utilisez. Ça permet également de documenter, puisque vous pouvez livrer Storybook en même temps que votre application, par exemple, et vous retrouvez du coup à avoir votre site web et votre bibliothèque de composants disponibles pour les QA, par exemple, ou tout simplement comme référentiel documentaire. Ça permet d'accélérer le développement, puisque vous n'avez pas à lancer tout l'outillage derrière, vous n'avez qu'à lancer Storybook et le npm run start de votre application front. Ça permet également de partager des composants et des comportements entre les équipes, puisqu'on peut connaître facilement le référentiel de composants et piocher pour réutiliser un composant. Ça, c'est un petit exemple pour vous montrer qu'on peut tester des composants. Alors, on va passer rapidement dessus parce que ce n'est pas un slot sur les tests. Donc là, c'est l'exemple classique. La catégorie à tester, ça sera test image. Différents cas de test. Quand j'instancie mon atome test image en lui passant 2 paramètres, ça doit bien me générer une balise image avec IMG, avec 2 attributs remplis, src et alt. Donc on peut en profiter pour rajouter du test quand on découpe en atomes ou en molécules, etc. Quand on a préparé ce talk avec Benjamin, on s'est dit, OK, je pense que les gens trouveront ça cool de l'atomic design, mais on va se dire, oui, mais moi, je ne me vois pas mettre ça en place demain sur mes projets. Je n'ai pas un nouveau projet qui va démarrer demain. Et je lui ai dit, bah, écoute, on va essayer de montrer qu'on peut faire de l'atomic design sur une application legacy. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on commence un projet from scratch et que notre quotidien, c'est plutôt de travailler sur du code et des applications existantes. On va vous montrer que l'atomisation est possible. Depuis tout à l'heure, on a parlé de cette application Tech Trends. Donc, Benjamin avait codé en Atomic Design from scratch. Moi, je me suis livré un petit exercice, c'est que j'ai repris son code et j'ai tout refusionné pour faire un bon vieux monolithe. Je pense que ça parle à tout le monde, ce bon vieux monolithe. Donc j'ai repris ces différents fichiers, ces atomes, ces molécules, ces organismes, ces templates, j'ai tout compacté. Et voilà, ça donne quoi? Ça donne un template unique où là on retrouve tout le code HTML. Le JavaScript, on n'avait pas beaucoup puisqu'il y avait principalement juste un appel pour peupler les catégories. Alors là, c'est tout petit, c'est de la CSS. Hein. Donc j'ai tout rassemblé le code CSS et j'obtiens quoi? Donc c'était une petite appli, hein, mais 92 lignes, 20 lignes d'HTML, 13 lignes de JavaScript et 48 lignes de CSS. OK. Qu'est-ce que je constate une fois que j'ai fait ça? Si je me dis qu'il n'y avait pas cette application existante découpée, mon constat est le suivant. J'ai tout qui est mélangé. J'ai au même niveau du code HTML, du JavaScript, des appels réseau, j'ai aucun composant réutilisable. C'est difficile de lire le code. Si je vous remets le code HTML de tout à l'heure, on a jusqu'à 8 niveaux d'imbrication de balises HTML. Les classes CSS sont mélangées. Alors s'il n'y avait pas de préfixe, ça va être une horreur à utiliser. Et la réutilisabilité est impossible en l'état. Et si on faisait une migration de l'application? Donc, forcément, il va falloir extraire des composants réutilisables. Il va falloir détricoter les appels réseau. Bon, là, heureusement, j'en ai pas beaucoup, donc ça ira. Et j'ai envie de profiter de cette extraction pour construire ma bibliothèque de composants pour les autres développeurs ou pour mes graphistes, donc en utilisant Storybook. J'aurais envie d'en profiter pour ajouter du test unitaire, de supprimer les duplications entre les pages. Et bien sûr, je vais me dire, je vais plutôt essayer d'extraire les atomes en premier, puis les molécules, et ainsi de suite, pour y aller pas à pas. Comment je vais faire ça? Forcément, il y a une étape technique qui est installer Storybook. Identifier une première page qui est ni trop simple, ni trop complexe pour commencer à extraire mes composants. On va commencer modestement, sinon ça va vous décourager. J'identifie mon premier atome. Encore une fois, l'élément indivisible. Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un titre? Est-ce que je sais pas, un bouton, par exemple? Je vais créer ma première story dans Storybook. Je vais implémenter mon atome, comme l'a présenté Benjamin, avec mon petit template, la partie JavaScript, la partie CSS. Et je vais substituer cet atome, je vais substituer le code existant par l'atome que je viens de créer. Je vais vérifier que ça marche et je continue.
Et ça, est-ce que ça ne nous fait pas penser à quelque chose? Alors finalement, est-ce que c'est pas un peu du TDD, donc Test Driven Development? L'idée, j'écris un test, pardon, j'écris mon code, je rerun mon test, voir si ça passe, et surtout, je raffine et j'améliore ce que j'ai écrit. L'avantage du coup d'avoir mis Storybook, c'est que bon, on a un Storybook vide, on voit ensuite notre composant, et puis on peut du coup remettre à jour ce composant, et on peut toujours le voir dans Storybook. Et c'est plutôt pratique, on n'a pas à relancer la page ou relancer la profondeur de navigation où j'étais. On peut donc travailler, on peut avoir des feedbacks rapidement, travailler par incrément. On n'a pas réellement d'effet tunnel puisqu'on peut découper tout ce qu'on fait, toutes les parties de la page. Ce n'est pas comme si on partait un mois sur la création de la home page. On apporte de la valeur rapidement puisque les QA peuvent tester les composants dès qu'ils sont prêts. Peut-être qu'il y aura forcément une passe de rationalisation avec tous les composants à la fin, mais quoi qu'il arrive, on peut itérativement commencer à valider les comportements, le style et le design. Donc ce qu'on aime avec le TDD, c'est qu'on a un beau schéma, c'est très simple, on est capable de le comprendre. Bien sûr, après, il faut pratiquer. Donc on s'est demandé si on pouvait un peu adapter la démarche d'atomisation d'un legacy, et on vous propose un cycle, le cycle suivant. On commencerait par écrire une story, donc dans Storybook, écrire la story du premier atome qu'on va extraire, donc le composant image par exemple. On va ensuite extraire le composant, puis substituer le composant. Donc on imagine 3 étapes, feedback rapide, et ensuite je vais m'assurer que tout fonctionne bien. Donc il y a forcément peut-être du test manuel au départ si vous n'avez pas encore un cycle de test automatisé. Je vais faire ça sur plusieurs atomes. Donc j'ai un premier cercle d'atomisation qui concerne les composants atomes. Puis je vais passer à l'étape molécule. Donc maintenant que j'ai extrait plusieurs atomes, est-ce que je ne peux pas extraire une molécule de ma grosse page legacy? Et je vais continuer avec à chaque fois ce même cycle. J'identifie le composant à extraire, j'écris la story associée dans Storybook, j'extrais, je copie-colle le code pour construire mon composant, ma molécule par exemple, je substitue, je m'assure que ça marche et je continue à faire ça sur des cercles concentriques. Alors, tout de suite, hein, on se le dit, ça va être long. Si vous avez une grosse application, vous n'attendez pas à atomiser en un jour. Surtout, bah voilà, on paye le fait de ne pas avoir bien découpé au départ notre application. Procédez pas à pas. Vous devez être capable de vous arrêter rapidement. J'ai fait mon atome, je l'ai extrait, ça marche, je commit, et peut-être que je passe à une story de mon backlog et je continuerai plus tard à refactorer. Si vous faites ça, n'oubliez pas de committer souvent dans votre Git. Parce que si vous avez des régressions, ça sera beaucoup plus simple de voir ce qui a échoué dans votre substitution de l'atome, enfin de l'élément. Et prenez plaisir à voir votre storybook qui se construit. C'est gratifiant de voir que petit à petit, notre bibliothèque de composants se construit devant nos yeux et vous pouvez le montrer à vos coéquipiers. Ils pourront même, pour chaque nouveau composant, partir de votre base de travail. Profitez-en bien sûr pour faire du refacto, changer des noms de composants, des noms de paramètres. Donc, continuez à assainir. Et si vous le pouvez, rajouter du test unitaire, parce que vos composants étant plus petits, deviennent plus facilement testables. Il est également possible sur Storybook de tester le rendu et de le comparer avec différentes versions de votre Storybook. Ça vous permet de déterminer aussi des régressions visuelles que vous pourriez avoir sur certains composants hyper importants pour vous. Pour conclure, on vous a présenté rapidement le concept d'Atomic Design. On vous a montré comment on peut créer une application from scratch avec ce concept en étant outillé avec un outil comme Storybook. On vous a aussi montré que c'est applicable avec plus de difficultés dans un code déjà existant. Ce qu'il faut retenir, c'est cet aspect découpage de son code, parce qu'on a un vrai vocabulaire. On pourra parler entre nous d'atomes, de molécules, d'organismes, de templates. Donc on a un nouveau vocabulaire qui est en plus assez imagé. On parle de documentation parce que notre documentation, on va la coder avec le code qui partira aussi en production, puisque la documentation utilisera
les composants qui seront visibles par nos utilisateurs sur les pages. Je trouve que ça rend plus efficace car on code un élément, on le teste aussi dans le storybook, on peut avoir un feedback tout de suite et le montrer à d'autres personnes qui peuvent jouer avec, tester les limites de notre composant. Et je pense que ça favorise la testabilité aussi, parce qu'on s'abstrait de l'injection des données via des services externes. On peut coder nos composants en statique et leur filer des données statiques. Merci à tous. C'est avec plaisir qu'on prend vos questions. Vas-y Thomas. Merci pour la présentation, c'est vraiment super bien. Moi j'avais une question au niveau du how-to. Vous avez décrit en 8 étapes. Vous êtes parti du principe qu'il fallait prendre une page pas trop complexe ou pas trop simple. Moi j'ai plutôt tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire que je pars du composant. C'est-à-dire que j'identifie un composant qui est utilisé relativement dans beaucoup de pages. Et en fait, ça va me permettre de voir que ce composant est utilisé dans toutes les pages. Ça va me permettre de voir les différents comportements qu'il a dans ces pages-là. Du coup, je commence à écrire mes stories et aussi le composant en prenant en compte tous les comportements. Parce que si j'écris mon composant à partir d'un comportement juste que je vois sur une seule page et qui... Comment dire ? Je vais le construire de cette façon-là, ça va être peut-être une façon structurante de le construire. Si je vois qu'il a été utilisé différemment dans une autre page et que je dois le déconstruire, ça va me décourager très vite. C'est pour ça que je pars de ce principe-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce principe-là par rapport à le principe par page ? En fait, tu vois l'étape 7, qui est pour moi, donc l'étape 7, pour ceux qui sont au fond, c'est tester manuellement, visuellement, ce qui est super inconfortable. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, tu as une peur sur la régression sur d'autres pages que tu n'aurais pas vues. Donc forcément, c'est pour un développeur qui se lancerait dans ce refacto-là, s'il n'a pas la connaissance de tous les impacts, ça va être compliqué. Mais par contre, se dire de partir sur une page qui est très compliquée avec beaucoup de composants, ça peut être, je pense, décourageant. Et surtout qu'en fait, dans ce how-to, tu vois, la première étape, c'est déjà d'installer Storybook. Donc si tu as la complexité technique déjà de mettre en place Storybook, de configurer par exemple avec Vue.js ou avec, moi j'ai le problème avec Vuetify, rien que l'étape de configuration du Storybook pour que ça fonctionne avec Vuetify, c'était pas facile. Donc il y a cette étape-là. Et ensuite, intégrer ça dans la chaîne d'intégration continue. Donc il y a toute une phase déjà technique. Si en plus on se rajoute une première étape qui est de prendre trop gros dans notre premier découpage, ça me paraissait un peu décourageant, donc c'est pour ça que je conseillais peut-être de partir modeste. Mais Merci. Je comprends les impacts qu'on peut avoir sur l'application. Merci. Question premier rang. Alors, bonjour. Moi j'ai deux questions en vrai. La première, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on est au bon niveau de granularité quand on refond ? Parce que c'est assez arbitraire de dire c'est un atome, une molécule. Enfin, on peut se rendre compte en cours de route que ce qu'on avait estimé être une molécule au départ est en fait un atome et inversement. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut détailler comment est-ce qu'on intègre l'atome dans du legacy ? Ça j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on définit un atome et comment est-ce qu'on le met dans le code legacy. Pour la première question, un atome, du coup, n'aura pas de dépendance avec les autres. Donc, l'atome va gérer juste sa feuille de style. À partir du moment où tu vas avoir un ou deux composants qui ont besoin d'un style quand ils sont ensemble, il faut un niveau d'abstraction. Et en théorie, tu te retrouves avec le bon niveau d'abstraction en fonction de ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que tu vas peut-être te retrouver à intégrer une molécule qui vient d'ailleurs d'un partenaire sur une molécule à toi parce que tu utilises aussi les atomes et tu as besoin de mettre ensemble ces deux molécules. Et en fait, comme tu as mis ensemble deux molécules, mécaniquement, c'est peut-être un organisme. Donc, tu vas le définir en organisme. Mais ça, c'est quelque chose qui va vivre dans ton système au fur et à mesure. Quand tu as besoin de créer du style entre deux éléments, il faut que tu remontes d'un niveau, en théorie. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à créer du style quand ils sont ensemble. Ça suppose que le besoin évolue pas très rapidement. Parce qu'il peut arriver à une modification de besoin qui fait que ce qu'on avait défini comme une molécule devient un... Oui, mais ça, c'est pas grave.
c'est pas grave, parce qu'en vrai, il change de dossier et c'est immédiat dans Storybook. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Et l'endroit où il est utilisé, ça reste un nœud HTML. Et du coup, c'est pas très grave si c'était une molécule et ça passe à un organisme, en fait. Et pour l'autre question qui était... Je peux prendre si tu veux. Vas-y. Donc l'autre question, c'était concrètement comment j'insère un atome dans mon legacy. Ah oui. Alors désolé pour ceux qui sont au fond. Tu vois, ici, on retrouve notre balise IMG qui est noyée au sein d'un code HTML. Et tu imagines, donc dans Vue.js, là on a la partie template, là tu aurais la partie JavaScript et ici la partie CSS. Et donc ce qu'on propose, c'est créer un nouveau fichier qui s'appellera, donc c'est le TechTrends Image, qui sera notre atome. Nouveau fichier, je vais copier-coller la ligne IMG ici, je vais copier-coller ce qui concerne la partie JavaScript s'il y en a ici, et la partie CSS ici. Dans Storybook, je m'assure que ça ressemble bien à ce que j'attends, donc je vois bien mon image et elle réagit bien. S'il y avait un hover, je m'assure que j'ai bien reproduit le comportement du hover. Une fois que ça c'est bon, je substitue cette ligne-là et je remplace le IMG par notre composant TechTrends Image. Je lui passe bien les paramètres qu'il attend et je supprime la partie JavaScript qui était concernée, la partie CSS qui était supprimée. Donc, je n'ai pas gagné en ligne ici, j'ai toujours une seule ligne d'HTML. J'ai enlevé du code JavaScript, j'ai enlevé du code CSS et surtout, si dans d'autres pages, j'avais une duplication de cette ligne-là, du code qui était en JavaScript, du code qui était en CSS, pareil, je supprime ce code et je réinsère que mon composant. Donc, on le fait là, c'est un exemple trivial. On va dire, oui, mais tu as gagné une ligne, pas grand-chose. Après, quand on l'a vu, on passe sur réutiliser des composants de type molécule, organisme. Là, on commence à vraiment y gagner. Et notre catalogue de composants, il devient super visible. Ça suppose quand même qu'il est dans une architecture où tu as un framework web qui te permet de faire des composants custom. Si tu n'as pas ça, tu vas devoir passer par des web components et c'est un outillage autour, quoi. Là, ça présuppose quand même qu'on se retrouve dans du Angular, du React, du Vue ou quelque chose qui te permet de faire des éléments custom et du coup retirer un bout de code et mettre à la place un élément custom, ça se fait bien. Et petit à petit, malheureusement, si ce n'est pas pensé dès le début, on rembourse la dette plus tard. Une dernière question, peut-être? Est-ce qu'il y a une alternative de Storybook pour Aurelia? Je ne sais pas si Storybook n'est pas déjà compatible. Non, il n'est pas compatible. Je viens de vérifier. Ah, ok. Non, j'en ai pas en tête. Parce qu'il y a une slide où il y a quand même toutes ces frameworks et librairies web qui sont quand même supportés par Storybook. Donc il y en a quand même cette liste grossit, et puis comme c'est open source, il y en a qui des contributeurs rendent compatibles avec Storybook. Au début, ça ne faisait que React, ça vient de React, et petit à petit, ça s'étend à d'autres frameworks. C'est tout. On a 2 questions. Une contrainte du coup de ce design, c'est que par contre, on est obligé de gérer les API vraiment au niveau du template. Si jamais on a des composants à l'intérieur de ce template qui eux-mêmes doivent consommer des API, c'est plus trop compatible. Alors, du coup, c'est même pas au niveau du template, c'est au niveau de la page. C'est tout en haut que est géré l'appel réseau, et après, les données redescendent. Donc après, les données peuvent redescendre soit en passant des paramètres, soit parce qu'on a une stack Redux, par exemple, et les composants sont abonnés à certains états, mais le composant lui-même ne fait pas l'appel réseau. Tous les appels réseau sont gérés à un seul endroit au niveau de la page, et du coup, ça attire aussi d'autres avantages, qui sont par exemple l'optimisation des appels réseau. Quand on décide d'afficher une page, on peut soit faire qu'un seul appel réseau avec toutes les données qu'on veut, soit voir comment optimiser et faire le moins possible d'appels réseau et redescendre les informations ou les rendre disponibles aux composants qui sont en dessous. Ça fait partie vraiment du design, du coup. Ouais. Après, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la remontée d'événements, parce que ton composant, peut-être il a un comportement au clic ou avec une autre interaction. Si ça doit déclencher un appel réseau, comment tu gères? Donc là, on a plusieurs possibilités, comme l'a dit Benjamin. Est-ce que c'est avec un système d'événements à la Redux? Est-ce qu'il y a une remontée en bulle des événements jusqu'au plus haut point?
ce qui n'est pas non plus le plus sympa à gérer. L'objectif, c'est vraiment de réussir à avoir votre composant dans Storybook et qu'il fonctionne. Et que vous n'ayez pas à faire un appel réseau pour que le composant Storybook soit rendu. Sinon, vous allez perdre de l'efficacité par rapport à Storybook. Donc, il faut, quoi qu'il arrive, trouver une méthode pour isoler votre composant. Une question au fond. Ce sera peut-être la dernière, parce qu'après, il y a la pause. On parle beaucoup en fait dans le Storybook de composants, mais potentiellement, est-ce que le Storybook peut pas prendre aussi l'aspect graphique, c'est-à-dire à savoir la charte et ainsi de suite, tout ce qui se passe dessus? Si, complètement. D'ailleurs, soit vous n'avez pas, les développeurs, les graphistes travaillent pas comme ça et vous ont pas livré des composants et vous avez fait le travail de découpage, ce qui est parfois un peu laborieux. Parfois, les designers travaillent avec un design system et le découpage est déjà fait. Et en fait, dans un tableau où on verrait tous les designs, il y aurait une ligne avec l'URL Storybook correspondant à ce design. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment tip-top. Et ça signifie que aussi bien au niveau design qu'au niveau code, tout le monde est aligné sur une co-conception en mode atomique et en mode du coup design system pour eux et atomic design pour nous. Juste une toute petite question pour ne pas embêter tout le monde. C'est pour savoir, est-ce que vous avez des règles de nommage entre justement une molécule ou quoi que ce soit? Non, c'est juste par rapport au rangement du dossier, quoi. Je réponds. Bah, avec Benjamin, comment on avait fait? On les a suffixés? Non, même pas. Non. On a fait des dossiers. On a quand même, je crois, créé des dossiers avec tous les atomes, toutes les molécules. En fait, je pense que ça, c'est aussi très lié à vos design systems. C'est-à-dire que si, côté design system, ils ont rassemblé un ensemble de composants sous une catégorie, vous utilisez cette catégorie au moins dans Storybook. Après, dans le code, vous savez, le nommage, franchement, c'est libre à chacun. Donc non, il n'y a pas plus de nommage que ça. Maintenant, vous pouvez très bien faire un dossier atome, un dossier molécule, un dossier organisme, tout ça dans un dossier composante. C'est possible, mais ce n'est pas obligatoire et il n'y a pas forcément de recommandation là-dessus. On vous remercie.